RLP 102.3, aujourd'hui avec Johan Godmé, qui est une personnalité impliquée dans la protection de l'enfance au Canada, car il a son histoire personnelle et il vit actuellement en France, et il nous a organisé dimanche dernier une grande conférence de 4h45 avec plein d'intervenants. Johan, tu es là ? Oui, je suis là. Oui, bonjour, bienvenue, bravo pour dimanche dernier. Alors, peux-tu nous expliquer très vite qu'est-ce qui s'est passé dimanche, qui est venu, de quoi ça a parlé ? Déjà, merci pour ton invitation. Écoute, ce dimanche dernier, c'était une grande première mondiale pour rassembler aussi bien des corps de métier du Québec. Il y en a eu plusieurs, de la France également. Donc, on parle de journalistes, on parle de médecins, on parle d'avocats qui étaient sur place, qui sont là pour défendre la cause des enfants à travers le monde, l'entraide et se rassembler. Donc, tout le monde a répondu présent. Il y avait des corps policiers également qui, aujourd'hui, pour certains, écrivent des livres et sont très engagés dans le combat, mais aussi titre informatif de ce qui se passe dans le monde au niveau des enfants. Le tout dans un studio chez Lux Media, organisé par Stéphane Tremblay, qui est un ancien de la télévision canadienne et du Huffington Post, qui était accompagné également, je crois, d'un médecin neurologue. Comment s'appelait-il déjà ? Oui, Joël Monzé, qui est d'origine belge, mais qui vit à Montréal. Oui, qui était excellent, tout à fait. Donc, on a eu aussi Francis Lalanne, Richard Boutry, qui étaient un peu les parrains de l'émission, et nous avons eu 4h45, effectivement, de conférences sur l'enfance, les droits de l'enfance. Est-ce que vous avez prévu de refaire des expériences similaires dans le futur ? Tout à fait, bien sûr qu'on est déjà en train de penser à la deuxième, on analyse la première, on regarde ce qui s'est passé, et ce qu'on peut ajouter, évidemment, on veut ajouter des témoignages de parents plus tard, dans la prochaine Belgique, en Suisse, en France, au Québec. On veut pouvoir renforcer, grossir et bien sûr continuer dans cet élan parce que ça a été très, très apprécié. C'est la première fois qu'on avait une émission comme celle-là. Oui, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, les attaques sur la famille et sur les parents et sur les enfants, les liens parentaux, en fait, c'est mondial, c'est occidental. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, je suis très surpris parce que je pensais, au début, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Facebook Les Enfants au Centre, parce que ça démarre à partir d'un groupe Facebook, on voulait faire une passerelle du Québec vers la France, mais sans penser au départ que c'était la même chose en France. Et après ça, on a découvert que en Belgique, c'était pareil, et en Suisse, c'était pareil. Donc là, ça nous a ouvert des portes à d'autres grosses associations un petit peu partout en Europe, dans la francophonie. Et il y a même une très grosse association qui est rentrée dernièrement dans notre groupe, qui fait depuis 20 ans ce genre d'action et qui sont, je pense, dans 8 pays. Donc, on n'est pas encore au bout de nos surprises et on se rend compte de plus en plus que c'est un problème qui est loin d'être juste au Québec, mais qui est un problème mondial. Et on a exactement les mêmes façons de faire, les mêmes témoignages sur des faux rapports, sur garder absolument les enfants dans ces espèces de systèmes. On se rend compte que c'est une espèce de grosse roue monétaire derrière tout ça et que c'est pareil partout. Il y a des usines à détruire la famille, nos enfants ne nous appartiennent plus, l'État peut venir les prendre comme ils veulent, ils respectent aucune loi, aucune convention, et ils font absolument ce dont ils ont envie. Donc il faut montrer, il faut se rassembler, puis il faut expliquer, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Il faut rassembler, il faut montrer, il faut démontrer ce qui se passe avec des témoignages, mais moi je suis très très à cheval aussi sur la preuve. On peut entendre tout et n'importe quoi. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on démontre de la preuve concrète aux gens pour montrer ce qui se passe réellement. Ok. Merci Johan, à bientôt pour la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Merci beaucoup Stéphane. Merci, ciao. RLP. Radio libre en Périgord.
Bonjour Québec, bonsoir Paris, bienvenue Suisse et allô Belgique. 4 pays qui se donnent la main pour une seule et unique cause, celle des enfants. Stéphane Tremblay, j'aurai le plaisir d'être avec vous durant toute cette émission et vous savez, il y a des gens ce soir qui vont venir dire des choses qui peut-être ne feront pas votre affaire, vont peut-être même vous choquer. Mais sachez une chose, les gens ont été invités pour dire ce qu'ils ont à dire. Ils le diront de la manière qu'ils veulent le dire. C'est ça qu'on appelle un débat. Et avant de faire place au grand débat international qui a été organisé par le groupe Les Enfants au Centre, je veux vous dire que c'est pas parce que des gens vont dire certaines choses que je vais partager leur opinion ou que mon ami expert va partager également l'opinion de cette personne-là. Ce sera son opinion à elle. Mais chose certaine, on va lui permettre de l'exprimer et c'est ce qu'on appelle un vrai débat. Je suis très choyé d'être là, mais je suis encore plus honoré d'avoir avec moi une personne vraiment de cœur, un père de famille, mais un expert aussi, docteur en neurosciences. C'est Joël Monzé qui sera avec moi durant toute l'émission. Monsieur Monzé, merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Mais avec plaisir. Monsieur Monzé, vous êtes docteur en neurosciences, donc durant l'émission, vous allez venir nous donner le point de vue un peu, bien sûr, sur l'enfant. Qu'est-ce que ça représente pour lui? Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on vous a invité d'ailleurs, parce qu'on veut, à quelque part, mettre vraiment l'accent sur les enfants, mais on veut savoir aussi les répercussions que ça peut avoir sur des enfants. Et ça, vous êtes la bonne personne, bien placée. Donnez-nous un peu un pedigree de qui vous êtes, justement, qui explique toute cette portion de votre carrière. Mais en fait, j'ai une formation multidisciplinaire, aussi bien en pédagogie, en psychologie, en neurosciences et surtout en éthique de la recherche. Donc, je me suis toujours intéressé, premièrement, aux dynamiques humaines, mais surtout aux effets de la violence et aux effets des conséquences de l'insécurité des uns et des autres, surtout des adultes, sur le devenir, en fait, de l'enfant. Je fais aussi de la psychothérapie, ce qui veut dire que j'ai accompagné pendant très longtemps des enfants, des familles. Je le fais un peu moins pour l'instant pour des raisons assez importantes pour moi. J'avais besoin de mettre un petit break par rapport à de la violence institutionnelle que je voyais un peu trop souvent à mon goût. Tantôt on parle de la violence faite aux enfants. Il y a de la violence domestique, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de la maison. Il y a de la violence environnementale, ce sont les gens qui sont autour de la famille, autour des personnes, et il y a les institutions qui malheureusement, même si elles ont une vocation de protéger les enfants et essayer d'éviter des abus, parfois, ce sont des êtres humains et il y a l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. Donc plus on va pouvoir arriver à comprendre ce qui se passe, aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant, ce qui va se passer, ce qui va se structurer dans son cerveau, et mieux, je crois, on va comprendre l'importance de ce genre de débat parce que il faut que ça change. Catherine Guéguen, qui est une neuropédiatre que j'aime beaucoup, qui est française, elle rapporte plutôt la donnée suivante. 95% des enfants vivent à un moment donné ou à un autre une des formes de violence dont je viens de parler et dont on va parler en fait tout au long de l'émission. L'enfant s'adapte, mais à quel prix? Et ça, parfois, on se rend pas compte à quel point cette violence va perturber le développement de son cerveau et va faire en sorte que bien souvent, cette personne risque elle-même de transmettre cette violence. Donc, je crois qu'on a l'occasion, à travers un débat comme celui-ci, d'essayer de mettre le doigt sur ce que les enfants vivent. Et c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Merci beaucoup et on aura bien sûr la chance de pouvoir tout élaborer cette partie-là. Et comme premier panel, vous allez voir, on va parler de la DPJ au Québec, mais également de la DPJ ailleurs, que ça soit en Belgique, que ça soit en Suisse. Vous allez voir, c'est les mêmes problèmes, c'est juste différent. Et pour nous en parler, nous allons avoir avec nous Monsieur Alain Rioux, également Stéphane Lambert, Maïté Lonne, et aussi Grégory Aubel et Sandrine Vol. Mesdames, vous me permettrez ce petit moment d'impolitesse, mais je vais commencer avec Monsieur Rioux, parce que Alain Rioux, il est directeur général des Papas en Action. Et Monsieur Rioux, je commence avec vous parce que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. Vous avez été attaché de presse, vous êtes un ancien fonctionnaire également du gouvernement du Québec. Vous savez par quelle porte passer pour vous rendre au bureau du ministre et vos résultats commencent à porter fruit. Expliquez-nous justement la décision que vous avez eue dans votre lettre récemment. Bonjour Stéphane, merci pour l'invitation. Alors, brièvement, c'est une demande que j'ai déposée suite à une longue étude de la question sur le dossier de la protection de la jeunesse, des sondages, Donc,
La direction des commissions parlementaires sur la santé et les services sociaux m'a confirmé que ma demande d'intervention en commission parlementaire, puisqu'on le sait, le ministre Carman a déclaré publiquement son intention de déposer un projet de loi à l'automne 2021, c'est-à-dire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, et que le gouvernement n'avait plus besoin des parents biologiques, donc la primauté parentale s'en trouve attaquée dans la loi sur la protection de la jeunesse. Et à cet égard, j'ai fait un sondage et j'ai reçu l'appui de plusieurs milliers de Québécois et de Québécoises pour défendre la primauté parentale à l'Assemblée nationale. Et comme vous le disiez tout à l'heure, puisque je suis un ex-employé de l'Assemblée nationale et attaché politique, je connais un peu, on va dire, la poutine, pour parler un peu en québécois. Et cette demande-là a été transmise à la direction qui a répondu que la demande sera effectivement acheminée à tous les parlementaires qui vont siéger sur la commission qui fera l'étude détaillée du projet de loi, du prochain projet de loi québécois sur la modification de la loi sur la protection de la jeunesse. Rio, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? C'est que hier, c'est passé, mais il aurait fallu agir hier. Aujourd'hui, il faut vraiment le faire parce que demain, ça risque d'être trop tard. Effectivement, parce que si on considère que le tribunal est soumis à l'esprit du législateur, il est donc soumis à la loi qui va passer, les modifications qui vont être entérinées par l'Assemblée nationale, votées par les parlementaires, il deviendra un peu tard demain pour agir et de saisir les tribunaux contre la dite loi. Donc, de là, l'intention d'agir en amont du processus législatif et d'être entendu dans les consultations particulières. C'est-à-dire que quand il y a une commission d'études sur un projet de loi, il y a des auditions publiques de certaines personnes, de certains organismes. Et depuis 50 ans, c'est toujours le Barreau du Québec, l'Ordre des psychologues, les familles d'accueil, les directeurs de la protection de la jeunesse. Donc, cette fois-ci, comme je le disais dans ma demande d'intervention, je crois que le législateur ne peut nier le droit au groupe d'intérêt le plus important après l'enfant, c'est-à-dire ses parents biologiques qui m'ont confié le mandat d'aller les représenter à titre de porte-parole, et on a déjà commencé à préparer des amendements législatifs, notamment à l'article 4 qui traite de la primauté parentale, la primauté culturelle, la primauté de la famille de proximité et l'égalité des pères et mères. Monsieur Rio, qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour vous aider, pour vous appuyer, pour que quelque part, ça change? Pour l'instant, je dirais aux parents, aux grands-parents, aux citoyens et aux citoyennes, à tous vos auditeurs qui nous écoutent présentement, que la meilleure chose à faire pour m'appuyer dans cette démarche-là, d'aller représenter les parents biologiques pour, si vous voulez, maintenir la primauté parentale et s'opposer à la primauté de l'État sur l'enfant. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est donner la primauté de l'État sur l'enfant qui va passer avant la primauté parentale. Donc, la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est tout simplement d'aller appuyer. Donc, on a mis en place un référendum qu'on appelle référendum 2021, qui sont des questions posées sur les amendements législatifs qu'on propose d'aller déposer à l'Assemblée nationale en commission parlementaire, notamment une cour des pairs, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un juge qui est un ex-avocat de la DPJ, où 90% des juges à la Chambre de la jeunesse sont d'ex-avocats de la fonction publique, qu'on ait maintenant, un peu comme à la cour criminelle, un jury d'une douzaine de parents représentatifs de la situation de l'enfant pour rendre une décision juste sur son cas, puisqu'on sait très bien que dans le rapport de la commission Laurent, il y a beaucoup de bonnes choses, mais les intentions législatives sont essentiellement de faciliter le transfert des enfants à l'adoption et au placement à majorité, qui en fait est une adoption déguisée. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur la page lespapas.org/référendum et voter sur les propositions d'amendement à la loi
pour conserver la primauté parentale. Et on le sait, c'est de la politique pure et simple. Plus il y aura de gens qui vont aller appuyer la démarche, plus la démarche aura d'effet en commission parlementaire et sur le politique, bien entendu. Donc, allez voter au référendum 2021. C'est ce que je demande aux parents, aux grands-parents, aux citoyens et aux citoyennes qui sont concernés par l'avenir de l'enfant du 21e siècle et de la famille biologique. Monsieur Rio, merci beaucoup et je sais que mon invité va vouloir réagir parce que vous avez parlé notamment du ministre Lionel Carman et Monsieur Monzé, le ministre Carman, vous le connaissez personnellement. C'est quoi votre réaction quand vous entendez justement ce que Monsieur Rio vient de dire? Bien, moi, premièrement, je suis très heureux d'entendre ce genre d'initiative. Ce qu'on ne se rend pas toujours compte, c'est que le citoyen a la possibilité de faire quelque chose. C'est certain qu'on peut se fâcher sur Facebook. Ça ne servira pas à grand-chose. Se réunir, se rencontrer, monter un mémoire qui est constructif avec des propositions concrètes, c'est certain que c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Il y a une vingtaine d'années, je faisais partie d'un organisme qui s'appelle Force Jeunesse et j'ai fait une douzaine de commissions parlementaires de cette manière-là. On était un groupe de jeunes travailleurs, moi je faisais mon doctorat à ce moment-là, et on réfléchissait aux enjeux de la société et on y allait. Donc, quelque part, je trouve que ce que votre invité venait de présenter, c'est vraiment une très belle initiative et j'espère qu'il y en aura d'autres comme celle-là parce que ça va donner de l'eau au moulin à une manière différente. Parce que s'il y a que des organismes qui ont des intérêts singuliers, la DPJ, un ordre professionnel, une association de parents qui accueillent, famille d'accueil, toutes ces personnes-là, même si elles sont dans de bonnes intentions, elles vont quand même prêcher pour leur paroisse. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et c'est logique, ils sont mandatés pour ça en tant qu'association. Donc, il faut vraiment que d'autres groupes se constituent pour pouvoir y arriver. Et je crois que c'est d'autant plus important parce que pour avoir assisté à de nombreuses situations où les parents et les enfants se sont retrouvés dans les tribunaux pour des choses qui auraient pu se régler avec le CLSC et pas la DPJ. Souvent, les familles veulent bouger, les familles veulent de l'aide. Il faut leur donner cette aide-là plutôt que d'impliquer des juristes, des avocats qui peuvent être d'excellents avocats, des juges qui sont peut-être des excellents experts de la loi, mais qui n'ont probablement pratiquement jamais une connaissance des impacts psychosociaux des décisions qu'ils prennent. Et le législateur, quand il fait une loi, il ignore complètement l'impact psychosocial que ça va faire pour la population au sens large. Donc, quelque part, oui, c'est important. Je crois que Lionel a fait une erreur à un moment donné, c'est une maladresse, puis je ne lui reproche pas. Être dans les médias, on peut faire tous des maladresses. J'espère que je n'en ferai pas ce soir, mais je peux en faire tout autant. Et je crois que quand il a dit à un moment donné que l'amour suffit, puis il faut juste donner de l'amour à l'enfant, ben c'est certain qu'un enfant qui grandit dans une famille qui est en très très grande détresse et qui n'a aucune chance de pouvoir éventuellement bouger parce que les personnes ont été vraiment trop bousculées dans la vie, peut-être que dans des situations pareilles, oui, l'enfant serait mieux en étant adopté à très bas âge par des familles qui ne demanderaient peut-être que ça, donner de l'amour aux enfants. Mais dans tous les autres cas, quand l'enfant grandit pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans avec un papa et une maman, même si ces parents-là ont besoin d'aide, le lien d'attachement qui est fort, d'accord, entre cet enfant-là et son parent, ben, ça fait en sorte que de le sortir parfois, on va avoir de plus en plus de jeunes qui ne dénonceront pas la violence dans laquelle ils sont, puis j'en fais partie. Je vivais de la violence intenable chez moi, je n'en ai pas parlé avant mes 22 ans. Parce que je savais l'enfer dans lequel j'étais, je ne voulais pas prendre le moindre risque de tomber dans un enfer encore pire. Et je rencontre parfois des enfants qui me disent que Joël, je parlerai plus parce que j'ai plus confiance. Parce que justement, parce qu'ils en ont parlé à une personne en qui ils croyaient éventuellement avoir confiance, mais ils se sont retrouvés pris dans un tourbillon de décisions où les juges, je peux comprendre qu'ils veulent faire le bien, qu'ils veulent amener des bonnes choses, mais en même temps, ils ne comprennent pas les games qui se font, et malheureusement, ces games-là ne se font pas toujours pour l'enfant. Est-ce qu'il y a justement des conséquences à un enfant d'être retiré de sa mère à la naissance?
Ça va dépendre. C'est certain que nous portons tous un héritage, d'accord, qui nous vient de nos ancêtres. On appelle ça l'épigénétique. Cette épigénétique-là, ce sont des traumas que nos ancêtres ont vécus, qui vont être mémorisés par certaines structures de notre cerveau et qui vont déclencher des comportements, souvent des comportements de défense, d'accord, et qui font en sorte que on va mettre en place une manière d'essayer de survivre, ok? Ça va jamais s'enlever, même si on l'enlève, on met l'enfant dans une autre famille. Le trauma, immédiatement à la naissance, ce qu'il va avoir comme difficulté, c'est qui va l'allaiter? De quelle manière on va l'allaiter? C'est certain qu'on peut l'allaiter au biberon, mais dans quelle mesure le biberon est mieux que le lait maternel, que le contact peau à peau? On sait que le contact peau à peau est super important pour permettre à l'enfant. Papa peut aider d'ailleurs, mais il y a des attachements qui se font. Donc, si on fait mal cela, si on encadre mal cet enfant-là, oui, il va y avoir des séquelles. Est-ce que ces séquelles-là sont moins dommageables que le fait de laisser un enfant dans une famille qui est vraiment trop en difficulté? Peut-être pas, mais on ne peut pas laisser un juge prendre une décision pareille. On a besoin d'experts, de gens qui n'ont pas d'intérêt singulier non plus pour pouvoir prendre une décision en leur bonne et due forme. Et est-ce que j'ai bien compris que l'invité tout à l'heure conseillait entre autres qu'il y a un conseil de sages d'une douzaine de parents? Moi, j'aurais envie de dire c'est une bonne chose. C'est un peu comme ça qu'on a voulu encadrer l'euthanasie en Belgique quand la loi est sortie il y a une trentaine d'années. C'est que ce soit pas juste la personne ou un médecin ou une personne de la famille qui prend une décision, mais c'est un conseil d'une douzaine de personnes pour aborder l'ensemble des choses. L'important, c'est de redevenir des êtres humains. Peut-être que si les parents sont trop hypothéqués, qu'il y a de la drogue, qu'il y a de la prostitution, qu'il y a de la violence continue, peut-être que cet enfant-là, oui, pourquoi éventuellement ça ne peut pas être une solution que de le retirer, mais qu'est-ce qu'on aura fait avant avec ces parents-là? Est-ce qu'on aura tenté de les aider? Est-ce que comme société, on aura mis un filet suffisamment efficace pour voir si on ne peut pas les aider d'une manière ou d'une autre? D'ailleurs, le conseil de sage que vous parlez, c'est également aussi le cas chez les Autochtones. On aura un volet autochtone un peu plus tard dans l'émission et vous allez voir également comment eux, c'est important, notamment la partie importante qu'ils accordent aux personnes âgées, qui est bien contraire à nous, les Québécois, mais ça, on pourra en parler également là-dessus. Monsieur Rioux, merci beaucoup. Et vous savez, Monsieur Rioux, si vous avez besoin de gens, justement, pour propulser votre projet, ce sont les médias. Et justement, en parlant de médias, on va aller voir le journaliste Stéphane Lambert. Il est journaliste à la radio 102.3 du côté de l'Europe. Il est aussi de l'association Équité parentale. Monsieur Lambert, merci d'être là. Oui, bonjour Stéphane, merci beaucoup de votre invitation. J'écoute avec attention ce qui a été dit. Vous êtes journaliste, mais vous êtes quand même engagé. On connaît pas ça, nous, ici. Journaliste engagé, ça va pas beaucoup ensemble au Québec. On l'est devenu ensuite. Au départ, l'association Équité parentale s'est créée en mai 2018 suite aux problématiques du député Monsieur Latombe, qui essaie d'instaurer la double résidence. On a des complications en France par rapport aux droits des parents, par rapport à l'accès des enfants suite aux séparations conflictuelles. Et on s'est rendu compte ensuite, en creusant ce domaine de l'accès aux enfants dans les séparations qui se produisent mal, que la problématique était beaucoup plus importante. On a vu arriver notamment des services sociaux qui se mettaient à placer des enfants pour motif de conflit parental. On a vu une instrumentalisation des systèmes de protection de l'enfance. Et si vous voulez, on vit une époque où, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici, manifester devient un petit peu connoté de manière non productif pour l'association. Donc on s'est mis à faire de la communication. Donc on a fait l'émission de radio qui s'appelle Jave ta mère, en essayant de prendre de la hauteur, d'interviewer des experts, des auteurs, des députés, des chercheurs du CNRS, afin de comprendre pourquoi, dans la famille contemporaine, nous avions ces problèmes liés à l'enfance. Qu'est-ce qu'était la famille contemporaine par rapport à celle d'il y a 30, 40, 50 ans, 100 ans, 200 ans, avec Madame Castelin-Meunier notamment. Et on s'est rendu compte, nous, que l'intérêt de l'enfant était la protection majoritairement du lien parental. Moi, j'entends énormément de gens dire qu'il faut venir protéger les enfants des violences intrafamiliales. Je suis d'accord, mais nous avons une problématique, comment dirais-je, de l'affaissement et de la diminution de l'importance apportée au lien parental et au droit parental, pas que chez les papas, mais chez les mamans aussi, qui font que nous avons parfois des personnes non qualifiées ou qui viennent un peu rapidement s'occuper et mettre parfois déplacer des enfants pour les mettre dans des endroits qui sont moins bien que là où ils sont. Donc nous avons une problématique en France où on a une durée moyenne de 17 minutes
Pour les audiences aux affaires familiales, c'est quand même très court, avec des délais d'attente qui sont extrêmement lents et des services sociaux qui sont parfois, c'est la loterie, c'est le tapis vert. Parfois, ils sont très bien qualifiés, parfois, ils sont bénévoles, débutants, militants. Et nous avons donc des soucis de destruction de la famille et puis avec toutes les conséquences qui peuvent y avoir. Donc, ça méritait qu'on s'y intéresse et on fait une analyse, on essaie de faire de la communication et de montrer aux gens qu'il est important de protéger les liens parentaux. C'est une façon aussi de protéger l'enfant. Notamment que les pères ne puissent plus voir leur enfant lorsque le divorce se passe mal avec la mère. Alors ça, c'est un problème, effectivement, en interviewant, en allant voir des gens et des militants et des personnes concernées dans différentes sociétés, que ce soit en Suisse, en Belgique, au Canada, Québec aussi, chez vous, on se rend compte que, effectivement, la diminution du rôle paternel, l'attaque, en fait, sur la position paternelle fait que celui-ci, parfois, quand il le souhaite et quand il le désire, n'a pas tout le temps l'accès aux enfants tel qu'il le voudrait. C'est un problème et je pense que c'est le point de départ parce que l'affaiblissement du lien entre un parent et son enfant fait qu'on multiplie les intervenants. En multipliant les intervenants qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont sous-qualifiés, on entraîne des dérives et je pense que ce point mérite qu'on s'y intéresse. Quand vous parlez justement que les problèmes sont similaires un peu partout, notamment j'ai pris une de vos phrases sur vos pages Facebook où que vous dites que la Suisse a les mêmes problèmes que la France, mais en retard. Alors effectivement, moi j'avais interviewé un responsable de l'association de Genève qui disait que législativement, ils partent de beaucoup plus loin que nous. Nous avons une loi de 2002 instaurée par Ségolène Royal, à laquelle Castelin-Meunier avait beaucoup travaillé et autres, qui instaure le principe de résidence alternée et qui poussait d'ailleurs dans les débats à l'Assemblée. Madame Royal et les députés souhaitaient qu'on pousse la résidence alternée. Les tribunaux français ont une spécificité, c'est que chacun fait un peu la loi qu'il veut. On n'y a pas d'uniformité au niveau des différentes structures, des niveaux, on peut avoir des décisions qui sont très différentes suivant les endroits. À peu près une vingtaine d'années plus tard, nous sommes actuellement à 12 ou 13% de résidence alternée seulement, avec une présence d'idéologie. Nous avons aussi un problème d'apparition, d'interférence de l'idéologie, de présupposés qui sont assez anciens, qui sont obsolètes, on va dire, qui influent sur les décisions prises par les intervenants, que ce soit les services sociaux ou la justice. Ils se reposent sur des schémas qui datent de la révolution industrielle ou qui ont un petit peu évolué dans les années 60-70, mais qui ne prennent pas en compte la société contemporaine, l'implication plus importante des pères et des parents de manière générale dans la petite enfance, la formation que nous avons tous subie collectivement face aux divorces de masse et donc aux séparations. On connaît tous quelqu'un qui a eu droit à faire à des familles un peu moins fonctionnantes ou plus dysfonctionnantes que par le passé. Et donc oui, il y a des conséquences, mais je pense que le fait que la famille soit moins soudée, que ce lien parental soit plus attaqué par l'institution fait que les enfants, de manière générale, se retrouvent dans des zones parfois beaucoup plus problématiques. Mais ça, on le voit un petit peu en Suisse aussi. Et dans d'autres civilisations, ça peut être différent. On regarde des associations qui interviennent au Cambodge, au Laos, en Afrique, qui ont des conceptions de la famille différentes de la nôtre. Il semblerait qu'on ait un souci occidental, l'apparition de la famille moderne. Nous avons aussi interrogé des familles homoparentales parce qu'il y a une convergence qui va se créer à force, parce que faire des familles homoparentales avec des enfants, on va aussi aller vers les séparations. Ils ont des problèmes d'acquisition de droits, de reconnaissance de droits, et quand ils se séparent, ils ont aussi des problèmes d'accès aux enfants. Alors, nous, on est très convaincus qu'un enfant, dans une famille, un enfant qui n'a pas accès à des parents qui ne sont pas dysfonctionnants, moi je rappelle que les gens qui se comportent mal ne sont pas la bienvenue chez nous, je parle de situations où des personnes en bon état veulent s'occuper de leurs enfants. Attaquer cet accès entraîne énormément de problèmes par la suite. Monsieur Lambert, merci beaucoup. Et pour nous parler d'encore plus sur le vif du sujet, nous allons aller voir Maïté Lone. Elle est auteure, comédienne, éducatrice spécialisée, présidente d'honneur Les Enfants d'Argus, porte-parole d'Innocence en danger Belgique. Madame Lone, merci d'être là. Bonsoir. Oui, alors, concernant la Belgique et l'aide à la jeunesse, on a énormément de problèmes, par exemple, avec les mamans solo, qui, quand elles rencontrent, par exemple, je sais pas, un postpartum ou une difficulté sur leur trajectoire de parents, elles essaient de se tourner vers une aide qu'elles pensent volontaire, et au final, c'est un véritable piège qui se retourne contre elles. Et pour une simple dépression ou une simple demande d'aide, on va leur retirer leurs enfants. On va les caser dans la case de mauvais parents maltraitants, etc. L'enfant peut être retiré et placé chez l'autre parent qui peut potentiellement être aussi dysfonctionnant.
Et si l'enfant est placé en foyer et qu'il a vécu de véritables violences, il ne sera jamais aidé. Et à contrario, il y a plein de placements abusifs, donc des enfants qui n'ont jamais connu de violence, qui se retrouvent dans les foyers, et c'est le boxon total en Belgique. Et là, il y a toute l'histoire de la pédocriminalité. Ça aussi, ça vous pue au nez. Eh bien, le souci, encore une fois, c'est que donc les enfants qui sont victimes et qui osent parler, on se retrouve souvent dans des cas de ce qu'on appelle donc des parents protecteurs. C'est-à-dire que l'enfant va dénoncer auprès du deuxième parent les abus qu'il vit avec le premier parent. Complètement paniqué, souvent la maman va aller chez le médecin familial pour faire des constats, pour voir s'il y a des lésions sur l'enfant. Si le médecin fait une attestation en disant qu'il y a bien des traces sur l'enfant, la maman va avec cette attestation au commissariat. Au commissariat, on va jeter l'attestation à la poubelle parce qu'un expert doit être nommé par le parquet, c'est-à-dire 1 an plus tard. Donc, il n'y a plus de traces sur l'enfant. Ensuite, au commissariat, elles sont très rarement bien traitées. C'est-à-dire que d'abord, on va les prendre pour des menteuses. On va directement appeler les services d'aide à la jeunesse. Finalement, la mère qui ne comprend pas ce qui lui arrive puisque la situation se retourne contre elle, et finalement, on tombe sous le couvert de l'aliénation parentale. Donc, à ce moment-là, on va lui retirer son enfant qu'elle essayait de protéger, le temps de l'enquête, pour le placer en institution. Donc, je vous dis pas le traumatisme déjà que cet enfant revit une seconde fois. Et à partir de ce moment-là, elle va devoir se battre, parfois pendant des années, pour récupérer son enfant. Il y a un enfant qui ne sera jamais suivi psychologiquement, jamais accompagné dans les foyers de l'aide à la jeunesse. Et parfois les plaintes sont classées. Parfois les plaintes sont classées sans suite en justice. Donc le dossier reste ouvert à l'aide à la jeunesse, et SOS Enfants ou le SAJ vont faire ce qu'on appelle des thérapies systémiques. C'est-à-dire qu'on va inviter le papa incestueux, on va inviter l'enfant qui l'accuse, le restant de la famille, et tous ensemble, on va faire une thérapie familiale pour dire aux parents abuseurs, attention, c'est pas bien, on viole pas sa gamine, et l'enfant soit retournera dans le centre dans lequel il est placé, soit pourra tranquillement retourner à la maison avec le parent abuseur. Donc en Belgique, alors je suppose que ce n'est pas un problème qui est typiquement belge, mais en tout cas ce fameux problème de syndrome d'aliénation parentale ici, c'est pratiquement épidémique, et on a énormément de dossiers de ce genre chez Innocence en danger. Je vous dirais qu'au Québec également, le mot aliénation parentale est très populaire malheureusement lorsqu'on parle des cas de DPJ. Mais qu'est-ce que je veux savoir du côté de la Belgique? Est-ce que ça donne des résultats quand on assoit à la même table l'abuseur, l'abusé? Bien sûr que non. Et puis, à partir du moment où l'enfant est en présence de son abuseur, il ne sait pas parler. Donc, et puis même quand il y a un entretien, par exemple au cabinet de la juge de la jeunesse, à partir du moment où on invite les deux parents et qu'il y en a un des deux qui est potentiellement violent, et qu'on dit à l'enfant, à partir de 12 ans, tu as le droit de t'exprimer, mais qu'il est en présence de ses bourreaux, il ne s'exprimera pas. Donc cet enfant qui va être placé et non suivi, on va lui demander d'avoir un comportement exemplaire, d'aller à l'école, de bien se comporter. En gros, on lui offre le gîte et le couvert, et on lui demande de fermer sa bouche et de rentrer finalement dans le lot et d'être comme tous les autres enfants en n'étant jamais accompagnés. Donc finalement, ces enfants qui ne sont pas protégés, à un moment donné, finissent par commettre des faits qualifiés infractions. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la justice va commencer à s'intéresser à eux, non pas en tant que victimes, mais en tant qu'auteurs de faits. Et donc on est devant une injustice. Merci beaucoup. Monsieur Moncé, vous venez d'entendre Mme Lonne dire notamment que l'enfant préfère se taire, ne pas dire ce qu'il vit, mais comment peut-il s'en sortir? Il y a des facteurs de résilience, et ça, il faut tabler dessus le plus possible. Il faut tout un village pour pouvoir éduquer un enfant. Papa et maman sont deux figures importantes, même si un des parents est en détresse, même si un des parents est en souffrance.
ça reste que ce sont deux figures importantes, surtout si les personnes sont avec lui depuis la naissance en tant que telle. Mais il y a d'autres personnes tout autour. Et c'est là que je trouve dommage parfois quand on amène un côté judiciaire et la DPJ amène ce côté judiciaire et que moi, je militerais beaucoup plus pour que ce soit les centres de services locaux qui vont offrir de l'aide psychosociale aux familles pour pouvoir arriver justement à mettre, peut-être que dans certains cas, de faire une thérapie systémique où les parents vont parler avec l'enfant avec de l'aide, oui, il peut y avoir éventuellement quelque chose de productif qui va être, qui va émerger de ça. Mais pour ça, il faut que le parent en détresse reconnaisse non seulement sa détresse, reconnaisse qu'il a besoin d'aide et reconnaisse les gestes qu'il a posés, quelle que soit la forme de violence. Si l'enfant se retrouve face à un parent ou n'importe quelle autre personne qui l'aurait violenté et avoir l'impression que de toute façon, quand je te nomme ce que je vis, de toute façon tu nies ce que moi j'ai vécu, on reblesse à nouveau l'enfant. Donc dans certaines situations, c'est beaucoup mieux d'avoir une thérapie individuelle. Est-ce qu'on la donne aux enfants quand ils sont placés? Est-ce qu'on la donne aux enfants quand ils ont subi, à tort ou à raison, éventuellement un placement temporaire? Est-ce que éventuellement on va offrir de l'aide pour que les enfants puissent arriver à développer, à créer du sens? On peut pas dire que le drame ou les drames qu'ils ont vécus, c'est une bonne chose, mais comment est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de constructif? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien au départ de quelque chose de terrible? Mais pour ça, il faut de l'humain. Pas du droit, pas du juridique. Il faut que les gens se rendent compte qu'ils peuvent faire autre chose. Et je crois que quand l'enfant est entendu, quand l'enfant peut arriver à mettre des mots, quand la personne qui l'a violenté lui demande pardon et ne recommence pas, de préférence les gestes ou les paroles ou les crimes qu'il aurait pu commettre, il y a quelque chose qui peut être salvateur pour tout le monde, aussi bien pour cette famille-là que pour l'ensemble de notre communauté. Parce qu'à ce moment-là, on va créer quelque chose de nouveau, de novateur en tant que tel. Mais si l'agresseur refuse catégoriquement de reconnaître sa part de responsabilité dans la détresse, qu'est-ce que l'enfant, il lui reste? Ben oui, l'attention négative dans une école, mais c'est parfois mieux que d'avoir l'impression de ne pas exister. C'est parfois mieux que d'avoir l'impression de ne pas être tout le temps correct. Ou alors, c'est l'effet Pygmalion. On me dit tout le temps que je suis pas correct. Ben, je vais aller faire des niaiseries. Comme ça, je vais prouver que vous avez raison. Et au moins, vous allez vous prendre soin de moi de cette manière-là. Parce que je vais préférer être puni que de ne rien avoir. Et donc, c'est tout ça, toute la psychologie de l'enfant va être là pour pouvoir aller rechercher coûte que coûte le lien. Mais en même temps, si j'ai été blessé, comment est-ce que je peux faire confiance à l'adulte? Si j'ai été bousculé psychologiquement, par exemple, par un enseignant, par une éducatrice, par un grand-père, par un voisin, comment est-ce que je peux arriver à faire confiance? Il faut recréer cette confiance-là. Donc, il y a un accompagnement qui peut se faire. Certaines fois en individuel, d'autres fois en familial. Le tout, c'est de trouver la bonne manière d'aider l'enfant. Et ce n'est pas une loi où des situations exceptionnelles sont mises comme si ça devenait quelque chose de général. Quand on parle de l'aliénation parentale, moi, ce que je constate souvent, c'est que le parent le plus sensible aux effets sur son enfant, c'est celui qui se désorganise peut-être le plus facilement vis-à-vis des intervenants de la DPJ. Donc, on va dire que c'est ce parent-là qui est problématique. Alors que le parent qui, lui, est en grande détresse, mais a suffisamment de contenance pour arriver à bien paraître devant les intervenantes, on va lui confier l'enfant, alors que, bien souvent, il y a un règlement de compte sur l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe, parce qu'il y a autant de problématiques du côté masculin que du côté féminin. Et ça, les intervenants de la DPJ ne sont probablement pas assez formés pour pouvoir le sentir. Et finalement, en bout de ligne, eh bien, c'est un peu l'inverse du jugement de Salomon. Est-ce que vous le connaissez? Non, pas du tout. En fait, Salomon, roi à l'époque d'Israël ancienne, une fois par mois, on pouvait venir le voir pour régler un problème en tant que tel. Et à un moment donné, c'est lui qui tranchait comme juge suprême. Et à un moment donné, il y a deux femmes qui se disputent le même bébé. Et donc à ce moment-là, Salomon demande à un des gardes, coupe le bébé en deux. Et il y a une maman qui dit, OK, coupez-le-moi en deux, comme ça au moins j'aurai ma moitié. Et l'autre dit, non, ça va, je préfère que vous le preniez à ce moment-là parce que je préfère qu'il reste en vie plutôt que d'avoir qu'on le tue, tu sais. Et Salomon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'enfant à la personne qui se souciait le plus de l'enfant.
Eh bien, malheureusement, dans ma carrière, et tantôt quand je disais que j'avais arrêté de faire de l'intervention familiale et auprès des enfants, j'ai vu tellement souvent de situations où le juge ne se rend pas compte qu'il fait l'inverse du jugement de Salomon et qu'on confie l'enfant à la personne qui est peut-être le plus, qui a des comportements les plus dommageables pour l'enfant. Et pour moi, je trouve ça terrible. C'est sûrement de la musique, par contre, aux oreilles de ma prochaine invitée, de dire qu'on a besoin de plus d'humanité que de droit. C'est Sandrine Voll qui est avec nous. Madame Voll, merci d'être là. Oui, bonjour, merci. Madame Voll, vous êtes une grande militante. Justement, vous vous battez pour le droit des enfants. Pourquoi? La première question. Parce que déjà, on m'a placé ma fille le 3 juillet 2018 pour une fusion. Enfin, on me l'a enlevé. 3 éducatrices et 2 gendarmes sont venus m'enlever mon enfant. Parce que donc une éducatrice de l'AEMO du Puy-en-Velay, là où j'habite dans le 43, a fait un signalement, une information préoccupante. Donc j'ai été accusée de trop grande fusion, que ma fille n'était pas tournée vers l'extérieur, que soi-disant je l'avais déscolarisée, ce qui est totalement faux. Donc elle a été placée provisoirement pendant 15 jours. Et puis après, donc j'ai amené toutes les preuves. Il y a même des gens de mon village qui ont monté une association, qui ont été choqués quand on m'enlève mon enfant. Comme quoi, en plus, elle était bien tournée vers l'extérieur, etc. Donc j'ai amené toutes les preuves, un médecin, une thérapeute, etc. Et la juge, le 18 juillet 2018, 15 jours après, elle refusera mon contradictoire et replacera ma fille. Voilà, et donc ça fait plus de 3 ans que j'essaye de la sortir de ce cauchemar. Voilà, et donc je me suis un petit peu intéressée à tout ça parce que la première fois que je fais la grève de la faim parce que on a supprimé mes droits complètement, voilà. Tout ça pour résoudre une fusion, et voilà, c'était assez surprenant. Et du coup, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant mais moi aussi je vis la même chose, moi aussi. Des éducateurs qui m'ont dit mais de toute façon la protection de l'enfance aujourd'hui c'est incroyable, c'est du commerce, enfin bref. Et donc je me suis dit je me suis intéressée et après voilà sur les réseaux plein de gens sont venus me voir et je suis rentrée en contact avec pas mal de personnes qui ont témoigné qu'en effet, il y avait un gros problème en France de la réalité de la protection de l'enfance. Voilà. Du côté, justement, Madame Voll, vous représentez bien des mères de famille qui, malheureusement, aussi vivent le deuil de perdre leur enfant, comme c'est arrivé à vous. Comment qu'on garde espoir? On n'a pas le choix. Ma fille, elle a besoin d'une maman forte et debout. Et puis, le fait de me sentir un peu utile puisque ses parents, je les aide un petit peu psychologiquement, j'appelle un parent par jour et puis judiciairement, je me suis bien intéressée à la justice. Donc je sais faire des requêtes, des référés, des conclusions, donc j'essaye un petit peu d'aider les parents, on a un petit peu des résultats. Voilà, je reste moi je trouve ces parents en tout cas très courageux. Il n'y a pas que des mamans, hein, je voudrais dire qu'il y a aussi des papas voilà, donc Belle chose certaine, en tout cas, en vous voyant ici en entrevue, vous semblez être une personne bien correcte. Vous semblez pas avoir de troubles mentaux, quoi que ce soit. Et dans ce temps-là, ça doit être encore plus choquant lorsqu'on sait que nous, on a raison, mais que malheureusement, le système ne veut pas nous donner cette raison-là pour une raison X, Y, Z. Oui, la raison, en tout cas, après, on la comprend, puisqu'on a quand même fait pas mal d'investigations, pas mal de recherches. On comprend que finalement, tout ça, c'est un système financier et c'est un système politico-social, judiciaire. Voilà, en même temps, je reviens sur ce que je pense aussi qu'il faut pas faire du quantitatif et faire du qualitatif. Il y a beaucoup de structures qui sont quand même inadaptées pour les enfants parce qu'il y a très peu d'intervenants dans ces foyers, alors qu'à l'ASE, ils sont dans les locaux et que c'est eux qui prennent des décisions sans être en contact direct avec les parents et les enfants. Et là, c'est des fonctionnaires qui sont très nombreux, alors qu'il manque des infirmières, etc., et des éducateurs dans les foyers. Alors qu'il y a des petites structures qui essayent de s'installer et de faire du qualitatif et pas du quantitatif, et faire en plus vraiment le moins possible de placements abusifs, puisque là on arrive quand même, j'arrive à plus de 370 dossiers de placements abusifs. Je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, ce sont des parents qui ne sont pas violents, violeurs, ni addicts à quoi que ce soit.
c'est un signalement de la PMI, du CMPP, du CMP, de l'école ou de ces éducatrices de l'AEMO qui font pour un sous-poids, un surpoids, un manque de cadre, une phobie scolaire, un retard scolaire, une fusion, un conflit parental, mais souvent sans preuve avérée. Hein. C'est incroyable. Comme dans mon cas, on m'a reproché que ma fille n'était pas tournée vers l'extérieur. Quand on l'a mis au foyer, elle faisait plus d'activités extrascolaires, alors qu'avec moi, elle faisait un cursus musical, du cirque, plein de choses. Donc voilà. Et on a des petites structures qui essayent d'exister. Et ces structures, le département, au bout d'un moment, ne veut pas les financer. Parce que ne sont pas rentables, ne sont pas, souvent on a un problème. Voilà, on préfère des grosses structures avec du quantitatif et non du qualitatif. Donc forcément, on se retrouve avec des enfants qui n'ont pas vraiment de raison d'être placés et en plus qui sont maltraités dans des foyers, quoi. Donc, Madame Voll, merci Madame Voll et restez forte pour vous et pour votre fille également. Voici maintenant la chanson de la semaine. Faites la guerre à l'amour, à la terre, frères humains, le mal partout et tout le temps, mais touchez pas les enfants, pas les enfants. Allez donc poser des bombes dans tous les coins du monde, faire sauter les bons, retomber les méchants, mais touchez pas les enfants, pas les enfants. Touchez pas les enfants, touchez pas les enfants. Quel que soit votre cause, s'il faut verser le sang, détruisez toute chose, mais jamais les enfants. Et vous les marchands de vices, trafiquants de services, frères humains restés entre adultes indécents, mais touchez pas les enfants, pas les enfants. Rendez la faucheuse d'homme à tous les fous qui la donnent, mettez au même rang le coupable et l'innocent, mais touchez pas les enfants, pas les enfants. Touchez pas les enfants, touchez pas les enfants. Quel que soit votre cause, s'il faut verser le sang, détruisez toute chose, mais jamais les enfants. La guerre à l'amour, à la terre, frères humains, le mal partout, à tous les vents, mais touchez pas les enfants, pas les enfants. RLP Radio Libre en Périgord.
Et je pense que nous avons avec nous Francis Lalanne. Est-ce que Francis est là? Oui, je suis avec vous, les amis. Monsieur Lalanne, merci d'être là. Monsieur Lalanne, je vais vous dire en premier merci parce que vous avez accepté d'être le parrain du groupe Les Enfants au Centre. Ça me touche personnellement. Et je vous dirais que vous militez pour la cause. Vous êtes vraiment un artiste engagé. Je vous ai écouté à plusieurs reprises sur des plateaux de télévision et vous n'avez pas votre langue dans votre poche, comme on dit. Hein? Bon, également, M. Francis, qu'est-ce que vous dites notamment? C'est « Ne touchez pas aux enfants », c'est votre chanson qui est très populaire, qui est d'ailleurs notre chanson sur le groupe Les Enfants au Centre. Ça, c'est important pour vous, que les enfants soient protégés et qu'on tienne compte de vraiment qu'est-ce que les enfants vivent. Oui, parce que là, maintenant, on a un problème humanitaire. C'est-à-dire qu'avec cette histoire de passe sanitaire, non seulement on fait on exerce une pression sur les gens au niveau de leur travail, au niveau voilà. Mais en plus de ça, maintenant, ça pose un problème humanitaire. C'est-à-dire que moi, si je veux aller dans un hôpital pour chanter pour les enfants, je peux pas si j'ai pas de passe sanitaire. Vous voyez ? Et ça, c'est inacceptable. Donc, je vais faire un référé liberté au Conseil d'État pour que on autorise les gens qui ont besoin d'aller dans les hôpitaux pour s'occuper des enfants de rentrer dans l'hôpital avec ou sans passe sanitaire, parce que c'est absolument inadmissible qu'un père ou une mère ne puisse pas aller voir son enfant à l'hôpital, ou qu'un ami ne puisse pas aller voir un enfant à l'hôpital pour chanter, pour le distraire, enfin tout ça à cause d'un pass sanitaire. Bon. Et donc je vais faire un référé liberté, et j'espère que les enfants au centre seront avec moi dans ce référé liberté, parce qu'il faut absolument que je puisse, pas que moi d'ailleurs, que les gens qui vont dans les hôpitaux régulièrement visiter les enfants et s'occuper des enfants puissent continuer à le faire. Voilà. C'est une situation inacceptable. Monsieur Lalanne, vous pouvez compter sur le groupe Les Enfants au Centre pour être derrière vous. J'ai écouté aussi une entrevue que vous avez donnée, notamment à François, et je vais répéter ce que vous avez dit. Vous voulez me fermer la gueule, je ne me fermerai pas la gueule. Et il y avait même de l'émotion lorsque vous l'avez dit. Ça vous a touché, et ça, c'est important pour vous de dénoncer. Et d'abord, je veux rendre hommage à mon ami Richard Boutry qui est présent ce soir, parce que c'est lui qui m'a donné la parole à ce moment-là. Et d'ailleurs, Richard, à l'époque, était encore dans ce qu'on peut appeler la presse mainstream, même si François était quand même un journal dissident. Mais c'est quand même la dernière personne à m'avoir interviewé. Mais oui, effectivement, personne ne me fera fermer ma gueule, mais je pense que c'est pour ça aussi que j'ai accepté d'être parrain des Enfants au Centre. C'est parce que tous les gens qui se sont engagés dans l'aventure des Enfants au Centre ont compris que la défense de nos enfants était plus importante que nos propres vies, quoi. Et donc, comme je l'écrivais dans cette chanson que j'ai écrite il y a 20 ans, « Touchez pas les enfants », et dont j'ai fait don aux Enfants au Centre pour que ça devienne l'indicatif de cette association. Je pense que les adultes, à la limite, moi, je peux leur pardonner à peu près tout, quoi. Tout ce qu'ils veulent. C'est d'ailleurs ce que je dis dans la chanson. Mais il y a une chose que je peux pas accepter, c'est qu'on touche aux enfants. Donc, touchez pas aux enfants. Et là, ils sont en train de toucher aux enfants. Ils sont en train de menacer nos enfants. Et c'est pour ça qu'il faut que vraiment la mobilisation autour des enfants du centre et de toutes les associations qui se battent pour la défense des droits des enfants, plus que jamais, se manifeste aujourd'hui. Et même s'il faut remonter aux plus hautes instances mondiales, moi j'ai demandé un rendez-vous avec le secrétaire général de l'ONU, parce qu'il y a un moment donné, il va falloir reconnaître à travers ce qu'on fait subir aux enfants que des pays qui se prétendent aujourd'hui démocratiques ne respectent plus les droits de l'homme. À partir du moment où on touche aux droits des enfants, il n'y a plus aucune possibilité pour le gouvernement qui fait ça de prétendre défendre les droits de l'homme. Voilà, les droits de l'homme, on peut discuter, ils sont plus ou moins bafoués dans un endroit du monde ou dans un autre, mais dès qu'on touche aux droits des enfants, c'est qu'il n'y a plus de droits de l'homme. C'est-à-dire c'est qu'on fait complètement abstraction des droits de l'homme. Et là maintenant, je crois que le combat le plus important que nous devons mener, c'est pour protéger nos enfants. Monsieur Francis Lalanne, chanteur engagé, continuez votre travail et faites-le justement en ouvrant votre gueule parce que vous l'ouvrez très bien. Voilà, je vous embrasse tous, Franck Blanchard, Agnès Naudin, enfin toute la bande là, des couche-tard, et je m'en vais manger un plat de spaghettis que m'a préparé mon ami Daniel Guirado et Agnès Guirado, chez qui je dors ce soir, après une longue route, et j'espère vous retrouver bientôt pour des actions que nous mènerons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On a également, je pense, au bout, le journaliste Richard Boutry. Est-ce que Richard est là?
Oui, je suis là, oui. M. Boutry, je vais vous dire merci, premièrement, d'avoir trouvé du temps, parce que je sais que vous êtes un journaliste très en demande et vous avez pris le temps d'être sur le plateau des Enfants au Centre. C'est très apprécié. Richard Boutry, c'est un journaliste de terrain, c'est un journaliste qui se bat pour la défense des enfants. C'est tout un travail à faire, notamment du côté de la France. Écoutez, moi j'ai 5 enfants, donc je me bats pour mes enfants. À travers mes enfants, je me bats pour les enfants des autres. Et je pense que c'est prédominant aujourd'hui de pouvoir mener ce combat, car c'est un combat extrêmement douloureux, extrêmement difficile. On s'en prend plein la gueule. Aujourd'hui, je suis exposé médiatiquement comme peut-être personne. Je fais l'objet de papiers, de portraits en tout genre. Et c'est vrai que c'est extrêmement douloureux, extrêmement délicat pour moi de me battre aujourd'hui. Je m'en prends plein la gueule, mais je me bats pour mes enfants, je me bats pour mes enfants, pour les enfants des autres. Je pense que le combat aujourd'hui est nécessaire. Je vous écoute religieusement, je ne savais même pas que j'allais intervenir dans cette émission, mais je vous écoute religieusement et je trouve vraiment, et je tiens à vous féliciter pour la qualité de cette émission. J'ai rarement vu une émission d'une telle qualité. Franchement, sur une chaîne alternative, et je suis bluffé. Je pense que le combat que vous menez, c'est un bon combat. Je tiens vraiment à remercier tout le monde, à remercier Stéphane, Franck, Johan bien sûr, et puis tous les autres, parce que à travers votre participation, à travers votre mobilisation aujourd'hui, c'est une prise de conscience collective qu'aujourd'hui, eh bien, on marche complètement sur la tête. Alors le policier que on vient d'entendre, Agnès, disait à juste titre qu'il y avait un problème par rapport au pass. Moi, c'est tout mon combat aujourd'hui, le pass de la honte, avec bien sûr toutes ces restrictions, cette culpabilisation, cette limitation des droits pour les enfants, cette peur au ventre que nos enfants ont aujourd'hui, notamment à l'idée de reprendre l'école là dans quelques jours. À quelle sauce vont-ils être mangés? Est-ce qu'ils vont être pris? Est-ce qu'ils vont être, est-ce qu'ils vont être sortis de leur classe parce que ils sont cas contact, parce qu'ils sont Covid+, un nouveau terme qui sort de nulle part? Est-ce qu'ils vont être mis dans des camps? Est-ce qu'on va venir les chercher dans les familles? Je veux dire, c'est horrible ce qui se passe. Ça engendre des situations qui sont extrêmement douloureuses. Je vis semaine après semaine, week-end après semaine, week-end après week-end dans les cortèges où il y a des dizaines de milliers de personnes en France, mais la presse dit 150 000 personnes alors que la police elle-même dit autour de 500 000. Il y a 500 000. Le ministère de l'Intérieur n'a jamais su compter. Le ministère de l'Intérieur n'a jamais su compter. Moi, à l'époque où j'étais sur les mainstream comme présentateur de TV5 ou France Télévisions, on avait 2 références. Alors c'était très intéressant parce qu'on avait la référence des participants, donc de ceux qui organisaient les manifestations, et puis de la police. Maintenant, la seule référence, c'est celle des chaînes de télévision qui elles-mêmes donnent leurs propres chiffres. C'est complètement dingue et on marche sur la tête. Mais je veux dire, au-delà de ça, c'est vrai que ce combat que vous menez pour la liberté de circuler librement, la liberté d'action, de distraction, de sport, quoi, pour les enfants, ce qui est primordial. Aujourd'hui, on va priver les enfants de faire du sport parce qu'ils n'ont pas de passe. Vous vous rendez compte un peu de ça? Possibilité de voyager, on sait que, c'est ma grand-mère qui disait ça, je fais référence souvent à ma grand-mère dans la Minute de Ricardo, mais les voyages forment la jeunesse. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus voyager s'ils n'ont pas de passe. Difficulté aussi de communiquer, on leur fout un masque sur la tête, quoi. C'est absolument odieux. Et quand j'entends un policier comme Agnès Naudin, qui est là, présente ici ce soir, nous dire qu'elle veut rentrer, faire la révolution dans la police, nous dire que dans la police aujourd'hui, eh bien, ils sont complètement tiraillés, je trouve qu'elle a un courage, cette femme, et je l'invite vraiment samedi prochain. Vous savez, j'ai créé une chaîne de télévision qui s'appelle La Une TV. On a la chance, à l'espace de 3 semaines, d'avoir quasiment 2,7 millions ou 3 millions de téléspectateurs, ce qui est quasiment l'audience d'une mainstream. C'est énorme ce qu'on a pu faire en si peu de temps. Et je l'invite, cette femme ici présente, à venir témoigner parce que je pense que sa parole est d'or et sa parole est d'importance. Et je tenais vraiment à vous remercier singulièrement ce soir. Je ne vais pas être trop long, mais vraiment pour vous dire du fond du cœur combien je pense à vous et combien je vous remercie de, à votre façon, mener ce combat. Et je suis bien sûr de tout cœur avec tous nos amis du Québec qui sont là présents ce soir à vos côtés. Richard Boutry, c'est moi qui vous dis merci. Merci d'être avec les Enfants au Centre. Et la Une TV, effectivement, ce sera un beau partenariat ensemble parce que ce sera pour une seule et unique cause, celle des enfants. Monsieur Boutry, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Stéphane, merci à vous tous. C'est vraiment du fond du cœur que je vous retrouverai très prochainement. Et venez également de votre côté. N'hésitez pas, que vous puissiez participer également à la Une TV dans le cadre de ce partenariat qui a été initié aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.